Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Éco Planète Être. Aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur d'interviewer Erwan Bourdon, apiculteur à Languette. Bonjour Erwan. Bonjour Aline, Merci de merci. m'accueillir ici dans ton atelier. C'est un de tes ateliers, non, c'est ta boutique plutôt, hein. Oui, c'est un point de vente en fait, C'est un mais point de ça sert vente. aussi pour l'instant de la zone d'extraction. C'est ici où je fais l'extraction du miel pour l'instant. D'accord. Donc voilà, en saison quoi. Eh ben, on va parler de tout ça. Oui. Erwan, dis-moi, est-ce que tu as été apiculteur? En fait, est-ce qu'on est apiculteur de père en fils ou pour toi, c'est une véritable reconversion, voire une vocation? Alors bah, du coup, pour moi c'est un peu les deux parce que du coup mon père n'était pas apiculteur professionnel, hein, et il était apiculteur amateur étant jeune, mais voilà, peut-être qu'on est piqué aussi à travers ça dans notre jeunesse quoi. Mais moi j'étais sur une autre activité du coup pendant 10 ans. Et c'est vraiment une reconversion professionnelle que j'ai entamée à partir de 2013 quoi. Du coup, moi je suis apiculteur. Enfin, mes premières ruches c'était en 2013. Donc voilà, je suis parti sur une reconversion professionnelle avec une formation. euh, du coup, un CIF, donc congé individuel de formation, et puis une formation d'un an pour obtenir un BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation avec option apiculture. C'est justement Voilà. ce que un, deux, trois. Mm. C'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a des formations pour devenir apiculteur? Dans la région, par exemple, il y en a? Oui, moi je l'ai faite, cette formation, du coup, c'était sur Combourg, au CPSA de Combourg, mais en relation aussi avec le CFPPA de Vesoul. Du coup, c'est en Haute-Saône. Donc voilà. Après, il y a des nouvelles formations qui sont pas diplômantes mais qualifiantes seulement, Mhm. qui se sont ouvertes en Bretagne. Notamment, c'est le CS Apiculture hein, sur Carplouse où là il y a une formation purement du coup basée sur l'apiculture, alors Mhm. que un BPREA ça va plutôt être plus global, on va faire un peu de comptabilité, de la gestion d'entreprise et sous en plus quoi. Ben, c'est bien Oui, ça. bah oui, oui, c'est ce qu'il faut pour se lancer à son compte aussi quoi. Donc voilà, il faut des connaissances techniques et des connaissances au niveau gestion compta aussi. Mm. Officiellement, tu es apiculteur ici depuis quand? Alors moi j'ai apiculteur amateur depuis 2013. Mais l'entreprise, du coup, les statuts ont été posés en 2015, 1er avril 2015. Donc, D'accord. voilà, ça fait 6 ans maintenant. Donc, du coup, ça fait quand même. Enfin, ça fait 2 ans que je suis à temps plein sur l'activité. Avant, je faisais mes saisons en fait et je travaillais à côté salarié en hiver. Il faut savoir qu'en apiculture, on a du coup, une saisonnalité. On a vraiment une charge de travail importante à partir du mois de mars jusqu'en octobre. Mhm. Sachant que là, entre mars et octobre, on a quand même aussi une période d'élevage qui va d'avril à juillet, qui est vraiment plus intense à ce moment-là, quoi. J'avais décidé du coup de monter mon activité progressivement, du coup, en travaillant à côté pour assurer financièrement aussi des revenus, quoi. Donc voilà, je faisais 4 5 mois de contrat l'hiver à côté, en extérieur, et maintenant, voilà, ça fait 2 ans que je suis à temps plein sur l'activité, quoi. D'accord. Mm. Et quand tu parles de travail à l'extérieur, c'était quoi ton... Eh ben, en fait, c'est mon ancien métier. J'ai été 10 ans taxi ambulancier. D'accord. Et du coup, voilà, mon patron du coup, me reprenait en contrat en plus pour m'aider, du coup. Et puis voilà. Donc c'était, oui, taxi ambulance, quoi. Mm. C'est Ouais. quoi le rôle d'un apiculteur, Erwan? Parce que on entend parler d'apiculteur, de ce métier-là, mais on n'en sait jamais assez finalement sur ce métier-là. Ben oui, après le rôle, enfin, disons que ça dépend de quel point de vue on se base aussi, quoi. D'un côté professionnel, l'objectif, forcément, c'est comme tout, c'est d'avoir une rentabilité. Donc il faut qu'on ait un produit à vendre. Donc en l'occurrence, c'est soit on vend du miel, Ouais. soit on vend du coup, je fais de l'élevage de rennes aussi. On peut vendre des rennes fécondées, des essaims sur cadre. Euh, après, du coup, bah oui, l'objectif c'est d'avoir un produit, donc le produit du miel. Et je sais plus où était la question au départ, mais C'est quoi le c'est rôle d'un le, apiculteur? Est-ce oui, qu'il le y a rôle. des, Mm. oui, voilà, le rôle exact d'un apiculteur? Parce que finalement, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des saisons? Est-ce que, par exemple, maintenant, en ce moment, quelle est réellement ta fonction? Est-ce qu'il n'y a pas plus
une période En fait, voilà, c'est très saisonnier, mais l'apiculteur, lui, est là pour veiller sur la colonie. C'est un peu un berger des abeilles, quoi. Enfin, on entend souvent ce terme-là. C'est ça, du coup, on fait de la surveillance beaucoup. On intervient s'il faut pour que la colonie se porte au mieux. Enfin, on fait tout en sorte pour que notre colonie dans la ruche fonctionne bien. Donc après, voilà, la saison, elle va commencer prochainement. À partir de mars, du coup, la ponte est repartie déjà un petit peu là dans les ruches. Donc la reine commence à repondre. On a les premières floraisons qui vont arriver, hein. Il y a du mimosa déjà qui est en fleurs, donc ça va relancer. Il y a du noisetier. On a des ajoncs aussi. Puis après, on a les saules qui vont arriver. Et puis après, on arrive sur le printemps avec une floraison intense de fruitiers. Donc c'est là où nous, du coup, on doit, en sortie d'hiver, s'assurer que nos colonies, dont déjà actuellement, ont suffisamment de réserves pour finir, pour repartir en ponte et avoir des colonies fortes au début de floraison au printemps. Donc c'est beaucoup de surveillance à faire. Euh, c'est- j'imagine. ouais, bah oui, c'est, même en hiver, on passe aussi sur les ruches pour contrôler régulièrement les provisions, la gestion du parasite varroa, et puis quand il y a des tempêtes, il faut s'assurer que le toit soit bien sur place, qu'il n'y ait pas d'arbres à obstruer l'entrée, qu'il y ait des chutes de branches aussi dessus. Donc voilà, il faut être vigilant par rapport à plein de choses, notamment au vol aussi, qui est en recrudescence de plus en plus avec les Un vol, des pertes. vols. Bah oui, il y a beaucoup de pertes de cheptel là, depuis plusieurs années, donc certains, voilà, du coup, partent sur des préfèrent du coup la solution du vol plutôt que de travailler pour essayer de renouveler leur cheptel voilà, en élevage ou en division autrement quoi. Donc oui, le rôle, après voilà, c'est d'accompagner la colonie tout au long de la saison. On a une fois que le printemps arrive, du coup on commence à poser des hausses. Mhm. On a toujours un corps de ruche en bas où on laisse la provision pour la colonie et la place pour que la reine puisse pondre et assurer du coup les descendances des ouvrières. Et dès que les floraisons s'intensifient et qu'il y a des rentrées de nectar et de pollen en abondance, on repose des hausses, donc c'est des éléments qu'on remet au-dessus du coup du corps de ruche. Euh, Ces fameux éléments, on a l'impression justement que c'est des ruches aussi par-dessus des ruches, quoi. c'est ça, oui. On C'est remonte ça, ce que toujours, tu ouais. appelles des Ouais, hausses. D'accord. ouais. Comme ça, du coup, la colonie peut emmagasiner du stock de miel en hauteur, du coup, hein. Ça fait un peu comme un immeuble qui s'élève quoi, en fonction des floraisons. Et après, voilà, quand on arrive à un taux d'humidité, du coup, en fin de floraison, et quand le taux d'humidité est favorable, du coup, on fait la récolte. Mhm. Donc là, c'est l'extraction, donc on ramène toutes les hausses, du coup, en miellerie. Et puis, le miel est désoperculé. Après, il va être filtré et puis mis du coup à décanter avant d'être mis en pot, quoi. Ouais. Comment Et- on en arrive justement à faire ces premières colonies, entre guillemets, d'abeilles? Moi, je m'interroge. Si demain, par exemple, moi, je mets une ruche, c'est pas forcé que j'ai tout de suite une colonie d'abeilles qui arrive dans ma ruche, par exemple. Ça commence comment, Alors oui, un finalement? essaim naturel, non. Enfin là, il faut savoir que les essaims naturels, on les voit de moins en moins. Enfin, il y en a de moins en moins, hein. Après, si on a une ruche avec des canes rebâties à l'intérieur, on peut peut-être avoir une chance de capter un essaim sauvage, mais si c'est une ruche avec juste des canes de cire gaufrée à l'intérieur non construit, non, il n'y aura pas. il- Voilà, enfin, très peu, enfin, ça serait très peu probable que la Mhm. colonie vienne s'installer à l'intérieur, quoi. Après, voilà, il y a de l'achat d'essaims hein, au départ, autrement. Oui, ça s'achète Euh, où Auprès d'éleveurs, alors il y a des éleveurs qui sont spécialisés sur la vente d'essaims. Oui, je savais même pas, moi, Euh, que ça existait, tu vois. voilà, moi j'en fais un petit peu aussi, mais voilà, c'est pas une grosse partie de mon temps du coup, hein. Moi je travaille surtout, je fais de l'élevage de rennes pour ma propre génétique du coup sur mon cheptel quoi. Ah, ça se passe comment, Mais justement? pour l'élevage, Ouais, alors élevage de l'élevage rennes, du coup quoi. c'est on a une période à partir du moment où les mâles sont matures, c'est-à-dire fin mars, début avril. Enfin après c'est en fonction de la météo bien sûr. Du coup on va avoir on va commencer l'élevage, donc là on a des ruches qui sont dédiées, des ruches pourvoyeuses, sur lesquelles on va aller chercher de la génétique
pour pouvoir la multiplier à côté. Euh, enfin voilà, pour faire rapide, je vais chercher du coup des cadres fraîchement pondus, donc avec des larves de moins de 24 heures. Mhm. Donc il faut savoir que la reine, quand elle pond, au début c'est un œuf. L'œuf il reste 2 jours du coup au stade œuf, après il passe en stade larvaire. Après du coup c'est une nymphe, et puis à la fin du cycle, du coup il y a l'éclosion, et du coup on a une nouvelle abeille. Donc ce qu'il faut pour faire l'élevage de reine, c'est aller chercher la larve au premier jour, donc 3 jours après la ponte, enfin premier jour du stade larvaire. Du coup on le transplante sur des petits cupules qu'on a, sur des cadres de greffage quoi. Donc avec un petit picking, un petit instrument, je vais aller chercher du coup les larves au fond, Oui. et je vais transplanter dans des cupules. Après ça repart dans une éleveuse, une ruche qui s'occupe du coup, qui est orpheline. Donc c'est une ruche qui n'a plus de reine, et qui est là juste pour élever du coup des futures reines. Une fois que les cellules royales sont bien bâties, donc elles mettent de l'âge royal dans le fond des cellules, et après elles rebouchent du coup avec une cellule royale. À ce moment-là, moi je vais récupérer ces cadres que je repasse, je bascule en éleveuse. Pardon, en couveuse du coup, et c'est la couveuse où on laisse du coup la fin du cycle de développement de la reine. Et après voilà, c'est soit on laisse éclore des reines du coup, qui vont être des reines vierges qui vont naître dans la couveuse, ou alors on les sort juste la veille de l'émergence. Donc la veille, du coup, on introduit des cellules royales prêtes à naître dans des petits nucléi. Donc c'est toutes petites unités pour la fécondation des reines, où il y a à peu près 500 abeilles Ah à oui, quand l'intérieur. même. Oui, mais enfin, je veux dire uniquement 500 abeilles, parce que c'est vrai qu'une colonie de production, elle oscille entre pardon, 20 000 et 70 000 abeilles quoi, en saison, quoi. Sur une colonie, voilà, au mois de juin, au pic de population, on va être ouais, à 60, 70 000 abeilles dans la colonie, quoi. Donc ça fait beaucoup de monde, tout ça Ça fait pour une beaucoup de seule monde. reine. Et puis on a peut-être 3 000 à 4 000 faux-bourdons, donc des mâles, quoi. Et les mâles, ils sont là vraiment qu'en période pendant la saison, du coup. Ils vont être là de mars à août, quoi, et puis ils passeront pas l'hiver derrière. Alors, leur rôle, c'est vraiment juste la fécondation, et éventuellement, ils vont aller ventiler la ruche aussi, quoi, un petit peu. Mais c'est des bouches à nourrir inutiles pour l'hiver, donc du coup, ils sont mis en extérieur pour l'hivernage. Voilà. D'accord. Je vais peut-être poser une question bête, mais comment on reconnaît une reine justement? Est-ce que c'est comment t'as Euh, appris toi justement à reconnaître les reines des ouvrières, c'est ça en fait? Il y a reine, oui, ouvrière reine ouvrière, et puis mâle, du coup, hein. et mâle, c'est les bourdons. Mm. Voilà, ok. Donc, après, au niveau morphologique, c'est un peu différent. C'est la reine, du coup, elle a un abdomen beaucoup plus allongé, Ouais, beaucoup plus pointu, enfin pointu du coup, et elle est plus fine, enfin plus fine, plus allongée quoi, qu'une ouvrière qui va être plus trapue, beaucoup plus petite en fait du coup quoi. Et un mâle par exemple, on va le voir parce qu'il va être plus gros, un peu plus, voilà, forme ovale en fait on va dire, avec des yeux beaucoup plus gros quoi, ouais, un globe oculaire beaucoup très, voilà, c'est vrai que sur un cadre, quand on n'a pas l'habitude, on voit des abeilles partout. oui, c'est ça, Mais ouais. c'est vrai qu'avec Je me l'œil, posais la question avec l'œil, ouais. après moi, pour m'y retrouver plus facilement maintenant, je marque mes rennes aussi avec un petit Posca, donc c'est une petite couleur. Tous les ans, on a une couleur différente. Cette année, ça va être couleur blanc. Donc comme ça, D'accord. ça me permet de savoir de quelle année est ma reine, du coup, pour faire des renouvellements. Tous les 2 3 ans, du coup, ma grand maximum, 3 ans, les rennes sont changées, du coup, parce que leur ponte diminue énormément, donc voilà, pour que la ponte reste prolifique, il faut aussi, malheureusement, maintenant, on est obligé de passer par là, quoi. Avant, on pouvait dire qu'une reine restait 5 6 ans, ouais, 5 6 ans en ponte et en vie. Maintenant, c'est voilà, 3 ans, un grand maximum, quoi. Mm. Alors si j'ai bien compris, la, la- la- ça tout s'organise autour de la reine, quoi, en fait. C'est la reine qui, elle, permet justement d'acquérir, comme tu disais, une génétique, c'est-à-dire des nouvelles abeilles, entre guillemets, qui vont venir C'est ça, ouais. coloniser progressivement les Bah, ruches, quoi. c'est la seule qui pond en fait dans la ruche, quoi. En fait, la reine, elle est là pour renouveler la population. Il y en a Elle combien pond. par ruche? Les reines, il n'y en a qu'une. Il n'y en Du a coup, qu'une, une une par seule. ruche. Oui. Et tu as Ouais. combien de ruches, toi? Là, j'ai 200 ruches en production.
une centaine d'essaims à côté, donc ça fait 300 colonies en total, quoi. Ouais, ça fait beaucoup Ouais. de travail, ça. Bah oui, c'est réparti sur entre 17 et 20 sites en fonction des transhumances que je fais aussi un petit peu, quoi. Donc, ouais, ça fait un cycle important, du coup. C'est Ouais. quoi, justement, ces fameuses transhumances? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors moi là, je transhume du coup, sur des floraisons pour faire un miel monofloral, du coup du sarrasin. Euh, Sarrasin, c'est fait dans le secteur. Et après là, cette année, je suis allé dans le Finistère aussi, faire une transhumance sur de la bruyère, en presqu'île de Crozon là, du coup. Donc, c'est d'emmener nos colonies sur des zones où il y a une forte concentration du coup de fleurs pour pouvoir faire un miel monofloral, quoi. Mm. Monofloral, d'accord, ok, Mm. avec une seule catégorie de fleurs. C'est ça, ouais. Ok, Ouais. d'accord. Ça prend combien de temps pour justement faire du miel? Euh, Bah après, ça dépend. Les floraisons peuvent être courtes, en 3 semaines, ça peut être prêt aussi. Ça dépend. Voilà, il y a des floraisons qui sont plus longues que d'autres, mais ça dure, oui, à peu près un mois sur grand maximum entre les premières floraisons qu'on a sur le printemps et la récolte. Mm. Et on Ouais. récolte quand officiellement? Alors le printemps, ça va être récolté à partir de début mai, mi-mai, grand maximum, mais ça dépend des années. Souvent c'est mi-mai, début mai, je veux dire, pardon, de plus en plus, puisque là on voit que c'est de plus en plus précoce maintenant. Et sinon, le châtaignier-ronce, toute fleur d'été, ça va être plutôt début juillet, voire mi-juillet. Et après, voilà, on va s'étaler un peu plus en août, voire septembre, des fois, pour des mielés tardifs comme la bruyère, quoi. Mm. Autre question qui m'interpelle, est-ce que tu as constaté depuis le temps que tu es apiculteur, justement, les changements climatiques? Est-ce que ça opère justement sur les abeilles Bah là, aussi beaucoup, ouais, quoi? c'est vrai que là, je vois, depuis 3 ans, on a quand même beaucoup plus. Enfin, voilà, des très beaux printemps, là. Bah, comme 2020, ça a été vraiment un printemps exceptionnel. Et par contre, on a une sécheresse importante à partir du mois de juillet, hein. Et donc, souvent, ça influe un peu sur les rendements potentiels en miel, quoi. Du coup, la sécheresse fait que du coup, la sécrétion de nectar ne se fait plus correctement. Et ouais, on arrive à des mois d'août très compliqués de plus en plus à gérer, quoi. Ouais, il n'y a pas beaucoup de ressources du coup. Déjà d'une, les ressources, ben voilà, enfin, on a de la monoculture qui fait que ça favorise pas non plus un apport de nourriture pour les abeilles. Et en plus, la sécheresse derrière qui n'aide pas non plus, quoi. Mm. Quelle est la grande menace aujourd'hui, mis à part le climat pour les abeilles? En fait, il y a beaucoup, il y a pas mal de menaces. Il y a pas mal de menaces, Ouais, d'accord. ouais. Il y a, euh, Si on prend, oui, il y a le changement climatique. On a un parasite varroa qui est là depuis les années 80. Du coup, C'est quoi ce parasite varroa, alors justement? c'est un petit acarien. Du coup, c'est un acarien qui se met sur l'abdomen de l'abeille. Enfin, l'abdomen, ou il peut se mettre sur le thorax aussi. Mais il est là en parasite et du coup, déjà d'une, il alourdit les butineuses qui vont chercher la collecte de nectar ou d'eau, pollen ou propolis, quoi. Et en plus, ils affaiblissent l'abeille du coup et ça peut véhiculer des virus ou ça peut arriver à un effondrement de colonies du coup dû à ce parasite, quoi. Donc, on est obligé du coup de faire un contrôle régulier. Et puis, on a des traitements à faire pour essayer d'endiguer un peu l'infestation qu'on peut avoir dans nos colonies, quoi. Parce qu'il faut savoir que c'est présent partout en France, sauf il y a une exception, c'est sur l'île d'Ouessant, du coup. Ah, C'est le seul endroit où il n'y a pas de varroa pour l'instant. Alors, voilà, faut espérer que ça dure longtemps encore. Mais voilà, ça a colonisé tout le continent de toute façon, hein. Parce qu'à la base, ça a été importé du coup d'Asie, quoi. Donc voilà. Donc ça, ouais, c'est quelque chose qu'on gère. Mais en parlant justement d'Asie, on a aussi le frelon asiatique ouais, qui présente j'ai vu ça, une oui. grosse menace pour nos colonies. Le frelon asiatique, ça fait maintenant depuis 2005, je crois, que c'est arrivé en France. Donc on commence malheureusement à s'habituer. Bon, après, il y a eu des régions qui ont été longtemps épargnées, mais nous, c'est vrai qu'en Bretagne, ça fait quand même quelques années qu'il est bien implanté. Et bon, on apprend à vivre avec, et puis voilà, de toute façon, on ne pourra plus l'éradiquer maintenant. Le travail aurait dû être fait dès le début, en fait, un piégeage très sélectif, et puis on aura réussi à l'éradiquer, mais là, non, il est implanté.
Donc voilà, il faut juste, les périodes de prédation sont fortes du coup au niveau en fin d'été. Mhm. Donc là, on a à partir d'août jusqu'en novembre, en fait, on a de la prédation devant les ruches. Et ça va vraiment stresser les ruches, quoi. Enfin, les colonies vont être, voire plus, ça va les stresser pour aller chercher de la nourriture en extérieur. Donc, il y a certaines Bah colonies oui, qui sont. j'imagine. Mm. C'est impressionnant, Ouais, et puis ouais, un frelon le asiatique, frelon là. asiatique est vraiment devant la planche d'envol. Donc, ils attendent en stationnaire, du coup, sans bouger. Et puis, si une abeille sort, du coup, ils l'attrapent directement. Mhm. Et du coup, repartent avec la. Ce qui les intéresse, c'est de la protéine. Donc, ils repartent avec l'abdomen, du coup, qui Mhm. est riche Mhm. en protéines. Mais voilà, c'est pour ça que moi, je réduis les entrées, du coup, en fin de saison, de façon à ce que les frelons ne puissent pas rentrer dans la ruche, quoi. C'est ça qu'il faut. Ouais. Les pesticides aussi, apparemment, Alors, les sont pesticides une aussi, grosse, oui. grosse, grosse menace Ouais. pour les abeilles, mais ça tombe bien, toi tu es à Languette, donc je sais que le maire de Languette s'est pas mal battu pour justement prendre des arrêtés par rapport aux Oui. pesticides. Est-ce que toi tu as vu justement un peu comment il a fait avec vous? Il a essayé de vous défendre par rapport à ça, de faire en sorte que les agriculteurs soient un peu moins proches des ruches, ou un peu, comment ça se passe avec vous sur Alors, Languette? oui, alors, c'est Daniel Cueff, déjà, en Daniel Couef, ouais. 2017, oui. Donc, c'est l'ancien maire de Languette. Ah, Euh, c'est plus le maire de Languette au Non, jour ça a d'aujourd'hui? changé aux dernières élections, Ah, du coup, mais voilà, il était maire l'ancien maire de Languette. jusqu'en 2020, début Ok. 2020. Mais c'est vrai qu'il avait pris déjà un arrêté municipal en 2017 qui interdisait, enfin, du coup, c'était l'épandage de néonicotinoïdes. Donc, c'est un neurotoxique, en fait, Ouais. ouais, voilà, qui va atteindre les abeilles. Alors, c'était un périmètre, je crois, de 3 km autour des ruchers. Donc, c'était passé un petit peu comme ça, inaperçu, mais ça avait déjà été pris en 2017. Et c'est vrai que là, Daniel Keuf a pris un arrêté en 2019, du coup en mai 2019. Et là, c'était une interdiction du coup de traitement alors tout ce qui était produit de traitement à moins de 150 mètres des habitations. Ouais, Euh, j'ai vu ça, ouais. donc Mm. voilà, c'est vrai que ça a été relayé beaucoup au niveau national derrière. Ça a été cassé du coup par le tribunal administratif assez vite du coup. Mais voilà, ça a fait un peu de bruit et du coup, il y a eu beaucoup de mairies qui ont repris ça derrière. Ouais, ça a eu au moins le mérite déjà de lancer le débat sur les dangers des pesticides par rapport au riverain, parce que c'est vrai qu'il faut voir, euh, voilà, une pulvérisation. On dit qu'il y a entre 2 et 20% du produit vraiment qui va être absorbé par la plante, quoi. Mm. Tout le reste, c'est soit évaporé du coup dans l'atmosphère, ou alors ça va directement aller en ruissellement ou intégrer, infiltrer dans les sols, quoi. Donc forcément, Donc, les abeilles, les abeilles, après, oui, dès qu'elles vont aller butiner sur des fleurs, alors ça peut être sur de la rémanence, du coup, de produits qui remontent dans dans la culture suivante. Par exemple, voilà, il y a souvent des couverts végétaux l'hiver qui sont faits pour les scipions, enfin, ça va être de la moutarde, de la facélie. Donc là, on peut avoir une remontée du coup de produits de la culture d'avant. Euh, Ça peut être volatile aussi hein, dans l'air, du coup. Et puis, après, voilà, si elles vont dans des flaques d'eau, où il y a des endroits où il y a eu un ruissellement du coup d'eau après un passage de traitement, là, elles peuvent se contaminer, ou alors si elles ne sont pas contaminées tout de suite, parce que faut savoir que l'effet des pesticides, ça peut être assez vicieux. C'est soit un effet létal, du coup, qui va décimer l'abeille. Enfin voilà, ça va être fatal directement. Ou alors elles peuvent aller contaminer d'autres, les congénères qui sont dans la ruche. Et là, il peut y avoir des maladies chroniques, enfin ouais, sous forme un peu chronique. Donc ça peut déclencher autre chose, quoi. Par exemple, elles vont être plus sensibles à certains virus. Ça peut être une forme déclencheur. Enfin, si je prends l'exemple, par exemple, c'est un CBPV, on appelle ça la maladie noire, du coup. Du coup, c'est la paralysie chronique, c'est le nom de la maladie. On en a eu beaucoup là en 2019 justement, ah ouais? ouais, sur quelques ruchers, enfin moi et des collègues. Et là voilà, on a recherché on a un organisme qui s'occupe de ça, de tout ce qui est mortalité et affaiblissement, donc c'est l'OMA.
Ouais. Observatoire de mortalité et affaiblissement de l'abeille. Les analyses ont été faites. Alors sur la partie virale, du coup, la charge virale, on sait forcément que c'était ce virus-là qui fait que les colonies soient mortes. Ou... Elles sont pas toutes mortes non plus, hein. Il y a beaucoup de colonies qui perdent Mhm. des abeilles. Donc, Heureusement. oui, mais voilà, mais c'est des colonies qui vont se dépeupler pour moitié, quoi, à peu près, quoi. Donc Mhm. sur 30 000 abeilles, on va en perdre 15 000, quoi. Et, C'est quand même énorme, et quoi. voilà, c'est vrai que quand on a enlevé tout ce qui est problème de nourriture, problème de varroa, gestion parasitaire, du coup on fait des comptages aussi pour voir. Donc quand on écarte ça, on dit que c'est plus varroa non plus. Après, il y a forcément un petit risque sur la génétique, ça peut aussi être ça, mais quand on le voit sur plusieurs collègues, à plusieurs mêmes périodes, voilà, ou quand c'est après des périodes de traitement, du coup, dans les jours qui suivent des épandages, voilà, on essaie de faire une corrélation assez rapidement là-dessus. Euh, et puis voilà, le problème c'est que l'OMA n'a pas non plus fait d'analyse toxicologique, donc Et je, pourquoi? bah alors je Ils n'ont sais, pas les moyens peut-être de le voilà, faire on ou entend, bah ça c'est la menace peut-être question. trop les agriculteurs du coin ou Bah est-ce que c'est pour ça ou pas? bah après oui, c'est ce qu'on entend, c'est que c'est un coût. Après voilà, Financier. un coût financier, oui. Mm. Après, moi voilà, je suis syndiqué à côté, je suis au syndicat des apiculteurs professionnels de Bretagne, qui dépend de la FAP, hein, Fédération française des apiculteurs professionnels. Mhm. Et de notre côté, on a lancé un programme, vaste programme du coup d'analyse. C'est un programme de surveillance des colonies d'abeilles sur la région Bretagne. Donc on est appuyé par l'INRA d'Avignon. Du coup, c'est Luc Belzins qui est professeur en toxicologie du coup sur Avignon, qui décrypte les résultats. Donc nous, voilà, on est plusieurs apiculteurs répartis sur toute la région Bretagne. On fait des prélèvements de cire, des prélèvements de miel, des prélèvements de pollen, de pain d'abeille aussi, pour pouvoir voir du coup si on peut quantifier des résidus du coup de produits à l'intérieur, alors que ce soit un peu multiple, hein, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore du coup le compte rendu officiel, on est encore sur la période du coup d'études. D'études. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu des pollens sur des ruches malades, comme moi je l'ai fait en parallèle du coup de l'OMA, je retrouve quand même 3 fongicides dans ce pollen sur ces Waouh. ruches malades, quoi. Dont on avait un boscalide qui était utilisé sur céréales, et sinon c'était deux fongicides qui sont utilisés, alors c'est des nouveaux fongicides SDHI, Mhm. qui sont utilisés sur colza ou autre, hein. Mais la fonction justement de ces fongicides, c'est de bloquer les fonctions respiratoires de l'être vivant, hein. Ça va être donc du Compris coup, nous tous, quoi. ben voilà, après ça agit sur toute la chaîne du vivant dans tous les cas. Les abeilles sont forcément plus fragiles et donc on s'en aperçoit tout de suite, mais sur l'humain, il y a aussi des conséquences, quoi. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de littérature qui se sont faites là-dessus. Euh, je pense notamment à Fabrice Nicolino qui a fait un livre sur les SDHI qui est assez intéressant. Donc voilà, c'est vrai que le fait de retrouver ces molécules dans le pollen des ruches malades, on se dit que ça peut être un facteur déclencheur, mais on n'a pas officiellement la preuve qu'il y a un lien, quoi. Voilà. Faudrait des On est études. sur des suppositions pour l'instant, oui. Ouais. Mm. Faudrait des études menées depuis un, Oui, oui, après un petit paquet d'années, quoi. il faut des études, mais il faut aussi une volonté du coup des pouvoirs publics de faire la corrélation entre les deux, quoi. Et puis on se rend compte que finalement, on s'arrête souvent à incriminer l'apiculteur sur ses pratiques. On arrive beaucoup à dire, bah non, vous voyez, vos ruches sont malades ou elles sont mortes, c'est de votre faute, vous avez peut-être pas suivi le bon traitement pour le varroa, tout ça, la gestion n'était pas bonne. On a entendu un peu de tout, hein. En 2018, il y a eu beaucoup de pertes aussi. On a même entendu des choses que c'était les vents qui tournaient à l'est, et du coup, ça fait que voilà, il y a eu beaucoup de D'accord. pertes. Bon, voilà, faut en prendre en laisser. Mais voilà, enfin, ce qu'il faut, c'est nous, on veut faire les choses consciencieusement et puis aller au fond des choses, quoi, pas s'arrêter uniquement à un seul type d'analyse, quoi. De- on peut pas dire que ce n'est pas ça si on n'a pas prouvé du coup le Bien contraire, sûr. quoi. Donc voilà, il faut approfondir un maximum. Et pour l'instant, on est sur des suppositions, mais voilà, du coup, Est-ce qu'il on y a des commence. livres de référence d'anciens apiculteurs qui remontent à,
à plusieurs années, parce que j'imagine que l'apiculture, il y a 20 ou 30 ans de ça, c'était pas du tout la même apiculture qu'aujourd'hui, quoi. Oui, bah après, il y a Est-ce que tu plusieurs. as des témoignages ou de gens, est-ce que tu as eu l'occasion d'en rencontrer qui ont fait ce métier et puis, ou qui le font peut-être Ah en oui, des amateur ou témoignages qui... d'apiculteurs. Après, il y a beaucoup de livres qui vont être plus techniques ou des choses. Oui, il y a un vieux livre, enfin, ça s'appelle Au trou de vol. Du coup, c'est un livre allemand. Alors, j'ai plus l'auteur en tête, mais du coup, il apprend aussi aux apiculteurs à observer la colonie, alors que ce soit au son, à l'observation visuelle. Du coup, ça s'appelle Au trou de vol, donc c'est tout ce qui est devant la ruche, c'est la planche d'envol. Du Ouais, coup, d'accord, en fonction de l'observation qu'on peut faire de l'extérieur, on arrive aussi à savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour éviter d'être trop intrusif du coup dans nos colonies et perturber l'organisation de la colonie, quoi. Donc ça, ouais, c'est un livre qui est important. Après, ben, je pense au frère Adam aussi, frère Adam de l'abbaye de Buckfast, qui a beaucoup travaillé nombreuses années. Alors je dirais peut-être des bêtises, mais c'est peut-être 50 ans de sa vie qu'il a passé du coup, en fait, il s'est retrouvé confronté à une maladie dans son abbaye, donc en Angleterre, dans le Devon. C'était la cariose de la trachée, du coup, et il a perdu beaucoup de colonies. Et voilà, il a recherché, il a fait un peu le tour du monde pour voir, essayer de voir un peu toutes les génétiques qui existaient, essayer de retrouver une abeille qui va rester résistante, qui sera productive, douce et résistante aux maladies, quoi. Et oui, du coup, il laisse une trace quand même il y a des de traces son quand même travail. de... Ouais, donc c'est le frère Adam, oui. Ouais, moi j'utilise aussi maintenant. Moi j'ai commencé en abeille noire au départ, donc c'était plutôt du métissage parce que de l'abeille noire on n'en trouve Plus beaucoup? plus beaucoup maintenant. Là, depuis les années 70, on a eu beaucoup d'importations de reines italiennes, donc le métissage s'est fait progressivement. Donc voilà, j'ai un peu de caucasienne aussi, puis ben, beaucoup d'abeilles frère Adam quoi, en Buckfast. Sinon. D'accord. Euh, Mm. ouais, tout ça, c'est intéressant, c'est très Ouais. intéressant parce que moi, tu vois, enfin, j'imagine que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont Mm. en apprendre un petit peu plus de fil en aiguille sur ce Sur noble, l'apiculture, ouais. sur ce noble métier qui est très, très, Mm. très, très, très ancien. Ouais. Pour installer des ruches, j'imagine qu'il faut être complètement en retrait, non, de la ville, de tout ce qui est urbain. Alors après, on peut installer des ruches en ville, mais il y a un arrêté préfectoral. Enfin là, voilà, dans le département ici, c'est 20 mètres des habitations et de circulation. Donc il y a quand même une distance à respecter. On peut déroger à cette distance si on a quand même un... Bah ici, c'est un claustrat. Alors, soit une haie continue, du coup, qui va s'élever sur 2 mètres de haut et 2 mètres de chaque côté de la ruche, ou alors une haie ou un claustrat, quoi, qui permettent du coup aux abeilles de s'envoler directement et de monter tout de suite à 2 mètres de haut pour éviter les nuisances. Parce que bon, voilà, l'abeille n'aime pas qu'on vienne l'embêter sur sa zone d'envol. Ce qui Donc, doit être normal, ouais, j'imagine. il faut qu'elle puisse retrouver sa ruche facilement. Et si on se met juste devant, voilà. Un conseil que je donne d'ailleurs, si quelqu'un veut s'approcher d'une ruche, déjà, attention aussi, essayer de se protéger. Mais Oui, surtout pas se mettre devant la planche d'envol. Sur le côté ou derrière, ça va. Si on croise pas l'envol des butineuses. Parce qu'il faut savoir que ce sont les butineuses qui sont plus agressives en fait. L'abeille, quand elle naît, elle va d'abord être nettoyeuse au départ, après elle deviendra nourrice. Et en fait, ils ont des rôles, voilà, nettoyeuse, nourrice. Après, c'est elle marrant peut être ça. cirière. Bah, oui, c'est du coup C'est comme une nous, quoi, évolution. finalement. C'est une vraie Oui, société, quoi. bah, c'est ça, oui, c'est ouais, une société organisée. Et voilà, une fois qu'elle est cirière, du coup, elle va devenir gardienne. Et puis c'est vraiment à la fin de sa vie, enfin les 15-20 derniers jours, elle ira butiner, du coup, pour amener nectar, pollen, eau et propolis, quoi. Du coup, en extérieur, quoi. Mm. Ça dit combien de temps une abeille, en général? Alors, du coup, il y a deux types d'abeilles. Il y a les abeilles d'hiver et les abeilles d'été. Donc, bah, forcément, les abeilles d'hiver, elles ont une espérance de vie plus longue. Elles sont là pour subvenir aux besoins de la colonie sur 6 mois dans l'année. Donc, c'est 6 mois à peu près. Et en saison, alors là, c'est 45 jours, donc c'est vraiment réduit. Donc, c'est pour ça qu'il y a un renouvellement important dans la colonie. C'est 45 jours et une reine peut pondre, une reine prolifique, elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, quoi. Donc ça peut être vraiment très intense. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi des reines assez prolifiques parce que ouais, 45 jours, et vu que la saison est très courte, si on n'a pas la quantité d'abeilles
suffisante au bon moment, bah, on peut louper une mêlée. Et du coup, bah, même pour la colonie, elle n'a pas le temps d'aller chercher des réserves pour passer l'hiver et nous, bah, on récolte pas de miel à côté, quoi. C'est quoi la Mm. quantité suffisante justement d'abeilles pour essayer d'avoir une récolte, je dirais, assez bonne, quoi. Bah Et après, voilà, en fait, tout dépend déjà du volume de la ruche. Ça, c'est la première chose, parce que on peut très bien faire du miel sur une ruchette sur 5 cadres ou sur 6 cadres. Moi, je travaille en dadan. Il y a ah, plusieurs formats qu'est-ce que c'est différents. ça? Euh, J'y connais bah, rien, moi, donc alors du coup, euh, bah, après, voilà, il y a plusieurs formats. On a le dadan, on a du varé, il y a du Langstroth, du Voarno. ça, c'est les ruches. C'est le format de C'est ruche. le C'est en format de fonction des ruche. dimensions en fait D'accord. des cadres et des ruches. Il y a aussi la ruche kenyane en horizontale. Donc la ruche kenyane, elle va être bah, du coup sur des barrettes en bâtisse libre la plupart du temps. Donc Oui. les abeilles vont bâtir du coup librement sous les barrettes. Et là, la colonie va se développer vraiment en horizontale, en latérale. Là, on est plus sur une apiculture de loisirs où ça va être plus compliqué d'aller chercher du miel pour faire une récolte parce Ouais, c'est que amateur, quoi. C'est ce que tu veux voilà, dire, en ouais, gros. ouais. Et après, il y a du varé aussi. Donc le varé, c'est la même chose. Alors c'est soit on a des cadres en varé, du coup c'est un format qui est beaucoup plus petit que ce que j'utilise, mais qui se rapproche le plus peut-être de ce que va chercher une colonie d'abeilles du coup dans la nature au niveau en termes de dimension. Mais c'est vrai que ça fait vite des étages très hauts aussi, une fois qu'il y a du miel. Et puis bah là, voilà, nous on est sur en France, un Dadan, donc c'est Monsieur Dadan qui a lancé ça au début du XXe siècle, si je ne me trompe pas, ou peut-être un petit peu avant, 19e, 20e. Et puis ouais, c'est pas ce qui est utilisé le plus dans le monde, hein, c'est le Langstroth qui est le plus utilisé. Donc Langstroth, on va sur des éléments qui sont divisibles. Chaque élément, du coup, que ce soit corps et os, sont de même dimension. Et là, sur le Dadan, nous on est sur un corps, du coup, et les os vont représenter un demi-corps. Donc les éléments qu'on remet pour le miel sont 2 fois plus petits que la partie basse. Et Donc, ça se réutilise d'année en année? Ça dure, alors, ça peut durer longtemps, ce genre de euh, construction, ou ça se renouvelle? ben après voilà, il faut veiller en fait déjà bien protéger le bois au départ, mais ça peut, oui, ça peut tenir des dizaines d'années comme ça si le bois est bien protégé, si la ruche est bien surélevée du sol, de l'humidité aussi. Après voilà, les cadres qui y a à l'intérieur, il faut de toute façon, on a un renouvellement sanitaire à faire. On compte à peu près 2 cadres à renouveler en moyenne par an. Donc D'accord. on remet de la cire gaufrée, puis de toute façon on a une rotation moi je récupère ma cire d'opercule repart du coup en fonte pour refaire des cires gaufrées. Et du coup ça fait de la cire fraîche à rajouter dans les colonies. Ça c'est pour éviter du coup d'avoir des problèmes sanitaires, des maladies dans la ruche quoi. C'est une gestion sanitaire à Ok. faire. Ouais. Mais voilà, tous les ans il faut enlever 2 cadres et renouveler tout ça. Et après voilà, la ruche, en elle-même, si la colonie se tient bien, elle peut rester des dizaines d'années comme ça, quoi. Ah, quand même. Mm, mm. Vous êtes contrôlé? Vous avez des normes sanitaires? Qu'est-ce qui se passe par Euh, rapport à tout ça? oui, alors bah du coup on est contrôlé, alors au niveau de l'extraction du coup on a des chartes de bonne conduite, hein, du coup et des bonnes pratiques à suivre. Après bah, on dépend forcément au niveau sanitaire de tout ce qui est des DTM, des Alimentaire? DCSPP, oui. Mm. D'accord. C'est les mêmes normes La répression des fraudes, on qu'un a tout. produit alimentaire, j'imagine, non? Oui, c'est Non? ça, oui, oui, on Oui, est sur d'accord. une production agricole du coup, et donc voilà, après il y a des syndicats à côté, on est suivi par les syndicats, on a en Bretagne l'ADA, le JE ADA Bretagne aussi qui est là pour du conseil technique auprès des apiculteurs. D'accord. Euh, et voilà, ceux qui veulent aussi, il y a le GDSA hein, qui est là pour la partie sanitaire du coup pour accompagner les apiculteurs sur la gestion parasitaire, varroa par exemple. Mais tout ce qui est autres maladies, autrement à côté, qui peuvent être comme des loques, la loque américaine, la loque européenne, des choses comme ça, quoi. Mm. D'accord. Ouais. Ok. Ok, Mm. ok. Ça se récolte comment, le miel? Il y a des ustensiles, il y a des... Alors au début, moi j'ai commencé avec un couteau, du coup ça se fait avec un couteau désoperculé, mais voilà, maintenant bah, petit à petit c'est du matériel. Donc, enfin, moi j'ai un bac à désoperculer avec une machine avec des lames chauffantes du coup qui permettent du coup de passer le cadre au milieu et puis ça va enlever la cire d'opercule qui bloque le miel du coup à l'intérieur des alvéoles.
Tu pourras Et, nous en montrer ou oui, oui, pas après, tout à oui. l'heure? Oui, oui, On bah, fera une petite vidéo on peut, oui, essayer. sur les instruments de Mm. l'apiculteur. Ça serait intéressant que Ouais, les gens voient ce dont tu parles, parce que c'est vrai que ouais, nous, on a du mal, effectivement, quand on est hors champ de ce métier-là, on a du mal à se rendre compte comment on fait. On sait que c'est précieux, oui, et on imagine que c'est précieux. Pour récolter le miel, il faut des petits outils, j'imagine, une oui. fin, Mm. mais on ne se rend pas compte quels sont les outils de l'apiculteur, finalement. Ouais, bah après, c'est vrai que là, on n'est pas en période de récolte, mais il faudrait voir Je viendrai un en jour, période de ouais, récolte, mm, promis. à partir de, ouais, ça peut être au mois de mai ou à partir de juillet, autrement, pour les récoltes d'été, quoi. Mm. Je viendrai avec le... faut se mettre le Alors, costume de le voile, oui, c'est l'apiculteur quand c'est comme obligatoire ça. pour aller faire l'extraction. Après, pour aller faire la relève des hausses au rucher. Mais après, en miellerie, on a toujours un peu d'abeilles à traîner, mais là, on enlève le voile, hein, puisque sinon, on voit plus ce qu'on fait non plus. Enfin, voilà, on est en intérieur, on ramène un peu d'abeilles, mais pas beaucoup non plus. Donc, si j'ai bien compris, là, il y a des périodes, et en période d'hiver, c'est plutôt la reine là qu'il faut choyer, quoi, parce que c'est elle justement Mm. qui commence justement à la ponte, et après, voilà, Alors, vers en le... hiver, non, du coup, la reine, elle stoppe sa ponte. Ah, elle Quand la stoppe sa température ponte, est trop pardon. basse, du coup, elle stoppe. Mais là, oui, on a eu un redout. Cette semaine, les températures redescendent, mais on a eu un redout qui a fait qu'elle a pu relancer sa ponte. Un peu de floraison, du coup, aussi, qui ont ramené, qui ont permis aux abeilles de relancer la ponte. Mais l'objectif, enfin, l'idéal, du coup, pour une colonie, c'est qu'elle s'arrête de pondre suffisamment longtemps. Enfin, déjà, par rapport à la vitalité de la reine, il faut vraiment qu'elle ait une La- période de repos, qu'elle ne ponde pas tout le temps, parce qu'elle va s'épuiser beaucoup plus vite aussi. Et pour la gestion sanitaire, tout ce qui est varroa, c'est idéal aussi, quoi. Qu'est-ce que tu proposes, mis à part le miel? Est-ce qu'il y a d'autres produits que tu proposes, comme peut-être le propolis ou autre? Est-ce que tu proposes ce type de... Alors, moi, je récolte, oui, la propolis, je fais un petit peu de Ouais, propolis de grille, du coup, ouais, mais ça reste en faible quantité. Après, j'ai quelques produits à la propolis, mais qui viennent d'un laboratoire, donc ça, c'est sur l'achat-revente. Et sinon, moi, je produis du pollen frais, autrement. Donc, c'est du pollen que je fais, moi, sur la mielée de châtaignier. Donc, c'est une dominance de pollen de châtaignier qui est fait fin juin, début juillet, en fonction des années. Mais sinon, voilà, ça va être vraiment les miels monofloraux ou polyfloraux que j'ai, du coup. J'ai un peu de chouchen aussi, je fais un peu de jus de pomme en fonction des années, parce que forcément il y a des vergers, et puis ben, les abeilles pollinisent les pommiers, donc voilà, c'est un cycle aussi. Et voilà, après, c'est propolis, pollen, miel, principalement, quoi. Pour trouver tes produits, est-ce que tu as un site internet, un compte Facebook? Enfin, comment ça se passe pour Oui. venir t'acheter du miel, par exemple? Ah, là, je suis ouvert sur Langotte tous les samedis matins. Ouais, Mais sinon, voilà, j'ai un site web qui est en cours d'élaboration, là. Enfin, qui est fonctionnel hein, déjà dès maintenant, donc c'est mielbourdon.com. d'accord. Et puis voilà, après on me retrouve sur Facebook, Instagram, Twitter aussi également, quoi. Et sur des marchés, peut-être? Alors, marché, du coup, j'ai commencé par faire beaucoup de marchés au départ hebdomadaires. Et puis voilà, l'entreprise a grandi, le cheptel a grandi aussi. Et tout seul, du coup, j'arrivais pas non plus à être à la fois à la commercialisation et la production. Donc maintenant, je fais plus que des marchés de Noël. Mais voilà, avec le contexte sanitaire, là, ça a été compliqué cette année. Il n'y a pas eu beaucoup d'annulations, du coup, il n'y a pas eu beaucoup de marchés. Euh, donc non, les marchés, j'ai arrêté. Par contre, j'ai beaucoup de dépôts ou des personnes qui font des marchés qui me déposent du miel aussi sur le marché, quoi. D'accord. Est-ce Mm. que le contexte, justement, de la crise sanitaire t'a impacté, toi aussi, Erwan, sur ton En métier termes de vente, Ouais, oui. Oui, en termes de vente, c'est vrai que au premier confinement, là, il y a eu beaucoup de monde à venir au départ. Et après, ben, du coup, on a vu petit à petit du coup, la fréquentation réduite. Parce que je pense que les gens vont aussi essayer de grouper un maximum les achats pour avoir tout en même temps aussi. Après, ben, ça s'est ressenti un peu, mais on va dire que ça compense quand même par les épiceries que j'ai à côté, les boulangeries, épiceries, traiteurs, tout ça qui m'en prennent en dépôt. Du coup, voilà, la baisse de chiffre d'affaires ici a été un peu compensée. Mais de toute façon, oui,
on a été forcément impacté. Après, j'ai la chance d'avoir un produit aussi qui est pas périssable, qui se conserve bien, donc Ça, c'est voilà, ça va. intéressant. Ouais. Justement, ça Mm. dure combien de temps un pot de miel? Eh ben, on a une DDM à mettre, enfin date de durabilité minimale, c'est 2 ans, du coup, à partir de la mise en pot du produit. Euh, mais après, voilà, c'est pas une DLC où après telle date, on peut plus consommer. Là, c'est une indication au consommateur à consommer de préférence dans les 2 ans. Mhm. D'accord, Mais voilà, on a c'est retrouvé des entendu. pots de l'Antiquité qui sont conservés. Tant que le taux d'humidité est bon dedans, que voilà, les taux d'HMF et la température de conservation est bonne, voilà, il ne faut pas que le miel, par exemple un miel de printemps qui va être conservé dans un endroit trop chaud, il suffit qu'il soit un peu chargé en humidité, ben, il va mal réagir, alors que si on conserve un miel à 13, 14 degrés, c'est idéal, quoi. Mm. C'était la question que j'allais te Oui. poser. Comment se conserve le miel, justement? Et ben Est-ce voilà, que dans tu un peux nous endroit pas donner un trop. conseil, justement, par rapport à ça? Surtout le tien, par exemple. Oui, bah par exemple, si on prend ben, un miel de châtaignier-ronce en fleur d'été, il faut une température de 14-15 degrés à peu près. Et pas en lumière directe, on va dire, plutôt dans un placard, ça se conserve très bien, quoi. Mm. Et tu produis beaucoup de miel par an, toi? Tu n'as peut-être pas assez le recul maintenant, si tu viens Ben, justement de commencer. ben, les premières années, je faisais 1 tonne de miel à l'année, et il y a 2 ans, j'étais à 3 tonnes, et cette année, j'ai fait 5 tonnes quand même. Donc ça veut dire Donc que voilà, ton cheptel s'est développé, oui, quoi. mon cheptel s'est développé, et puis on a quand même une bonne année cette année, 2020, un super printemps, qui a permis aussi de faire un peu plus de miel cette année, quoi. Mais oui, enfin voilà, ça s'explique par l'augmentation du cheptel aussi. Mm. Erwan, je sais Ouais, que tu vas faire le salon Éco Planète Être qui aura lieu, nous l'espérons très fortement, avec tout notre cœur, le 23, 24 et 25 avril ouais. 2021 à Tinténiac. Ce terme Éco Planète Être, ça représente quoi pour toi? Ben, éco, alors ça va être plus voilà, l'écologie pour moi, enfin l'apiculture, ça fait partie intégrante du coup de l'écologie. C'est le cycle des saisons, la pollinisation qu'apportent les abeilles pour notre alimentation humaine ou pour la végétation. Du coup, voilà, enfin, très important. Et le fait de planète, ben, c'est vrai que voilà, l'abeille est présente depuis des millénaires sur Terre et puis elle est présente sur toute la surface du globe. Donc voilà, l'apiculture est bien pour moi représentée dans ce salon, quoi, Écoplanète Être. Mm. D'accord. Est-ce que Mm. pour toi, je veux dire, la- l'abeille est la gardienne un peu de la Terre? On ne peut pas vivre sans l'abeille aujourd'hui. Alors je pense que oui, c'est plus C'est une compliqué des parce gardiennes. que voilà, c'est oui, une sentinelle de la biodiversité et puis on va dire oui, c'est plutôt un bio-indicateur quoi. Ça reflète un peu la santé de la planète et des écosystèmes qui nous entourent quoi. Mais c'est vrai que oui, sans abeilles, ben déjà, alors on pourrait peut-être vivre sans abeilles, hein, mais du coup il va falloir qu'on complémente tout ce qu'on perd en termes de nutriments par des compléments alimentaires ou des vitamines voilà, qui seraient synthétisées à côté, quoi. Parce que c'est vrai que il y a 80% du coup des plantes qui dépendent des pollinisateurs C'est important. pour la pollinisation, donc ouais, Ben voilà, c'est ça. et ça représente, pas loin de 40% je crois de notre assiette, du contenu de l'assiette, C'est donc énorme. c'est beaucoup, ouais. Donc on arrivera sûrement à vivre sans, mais on aura des carences, et du coup il faudrait complémenter ça par autre chose. Donc c'est important de Ah oui, préserver ouais, très important, ouais. l'abeille et puis Mm. de préserver cette profession. Oui, et puis Absolument. préserver les écosystèmes, c'est vraiment le paysage qui doit du coup aussi enfin, replanter des haies, avoir des cultures variées, et ça fera que l'abeille s'en sortira mieux aussi, quoi. C'est vrai qu'on Ouais. a perdu en haies bocagères sur tous les champs. Mm. Beaucoup, ouais. C'est en 20-30 ans, et c'est énorme ce que nous avons perdu justement. Ouais. Les abeilles, elles vivent justement avec ce. Elles Ouais. vivaient mieux justement quand il y avait ces bocagères, parce qu'il y avait beaucoup plus de fleurs peut-être, beaucoup plus d'endroits où elles pouvaient polliniser, non? Alors que là, on leur Ouais. enlève Bah, c'est finalement. ça, ouais, tout ce qui va être bah, des talus où il y avait des ronces, du châtaignier, enfin beaucoup d'arbres du coup, hein, mais enfin on voit que le déclin des abeilles a commencé vraiment à partir des années 90, donc Ah le oui, grand moment avait ça déjà eu lieu remonte. avant. Oui, ça remonte oui, depuis les années 90.
à l'apparition en fait des familles de néonicotinoïdes, enfin tout ce qui est insecticides systémiques en fait qui sont arrivés à ce moment-là. Donc il y a une corrélation avec ça. Du coup, on a une perte de rendement au niveau de production nationale et puis des augmentations de pertes au niveau cheptel. Du coup, depuis ces années, avec assez cyclique, des fois des bonnes années et des très mauvaises aussi, mais bon, Mm. globalement, on voit quand même une baisse de rendement et augmentation de la mortalité des abeilles depuis ouais, le milieu des années 90, quoi. Mm. Et le remembrement est arrivé avant, mais c'est vrai que ça n'aide pas non plus, quoi. Et, euh, et c'est vrai que oui, si elles ont si elles ont de la diversité à côté, enfin, c'est pour tout, hein, tout ce qui est ravageur sur la culture aussi. S'il y a des abris pour accueillir la microfaune, du coup, on aura moins de ravageurs aussi. Enfin, c'est un équilibre en fait qui a été perdu et qu'il faut restaurer, quoi. Mm. Est-ce que les abeilles sont sensibles aux ondes? À la 4G, à la Alors ça, 5G? on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que voilà. Après, les études, je pense que ça manque beaucoup d'études là-dessus, mais ouais, on sait très bien qu'il y a des zones où il ne faut pas mettre les abeilles. Si on a des lignes de haute tension, par exemple, à côté. Voilà, il peut y avoir des champs magnétiques qui fait que. Et de toute façon, ça on le voit hein, sur certaines zones, il y a des emplacements qui marchent pas du tout. Et si on déplace la ruche de quelques mètres, des fois ça peut jouer. Donc oui, au niveau des ondes, ça doit forcément influer aussi. Mais après, voilà, j'ai pas de recul scientifique là-dessus, mais ça manque un peu d'études, mais forcément que ça n'aide pas. Non. Pour revenir au salon, Oui. est-ce que tu comptes proposer un petit atelier de connaissance du miel, enfin de connaissance de ton métier surtout? Ah oui, bah, je ferai un petit atelier de présentation du coup avec du coup, en emmenant, alors voir si je peux emmener un peu de matériel d'extraction, mais surtout une ruche avec des hausses, et puis du coup, expliquer un peu l'organisation de la colonie, qu'est-ce que fait l'apiculteur sur une saison, quel est son rôle du coup dans la saison, quoi. Donc oui, ce sera prévu sur une petite heure de temps, je crois, avec un petit diaporama de présentation, du coup, très rapide de l'activité, quoi, et de mon historique d'exploitation, quoi. Parce qu'il y a Mm. fort à dire, hein. Oui, oui, bah c'est J'aurais ça. encore une Il, foule de questions, ouais. savoir Il y a beaucoup à dire, ouais. s'il y a beaucoup d'espèces en Bretagne, est-ce qu'il y a différentes espèces, je sais pas, moi, dans le sud de la France qu'en Bretagne, enfin, j'ai tellement Ouais, ouais. de questions. Est-ce qu'il n'y aurait Mm. pas bon, tu nous as cité 2 livres aujourd'hui, mais si on Ouais. veut, par exemple, en savoir un petit peu plus sur le b.a.-ba, par exemple, de certaines espèces d'abeilles, il y a peut-être une bibliothèque, il y a quelque chose qui pourrait nous renseigner là-dessus Sur ou... les espèces d'abeilles, bah justement, il y a à la recherche de. Alors, c'est le frère Adam, la recherche de la meilleure souche d'abeilles, je crois, enfin, je sais plus le nom, mais il fait un. Voilà, c'est sur la génétique, c'est intéressant, du coup, D'accord, d'avoir. Ouais, ouais. d'accord. Est-ce La recherche de la meilleure race d'abeilles, je crois que c'est ça, le D'accord, titre. ok. Ouais. Frère Ouais. d'Adam, tu dis. Frère Adam. Frère Adam. Adam. Ouais. Frère Adam, c'est un prêtre. Oui, oui, c'était un religieux, du coup, en monastère, du coup. Mm. Il paraît qu'ils étaient très calés pour faire du miel dans le temps, Oui, oui, bah oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup. les religieux Mm, autour des mm, monastères il y avait pas mal de... Ouais, parce qu'ils mm. avaient peut-être le temps aussi de Bah les oui, observer ouais. et puis de veiller justement, parce qu'il faut veiller vraiment beaucoup sur les abeilles en fait, hein, Ouais, c'est ça, quotidiennement. c'est de l'accompagnement, quoi. Du coup, on accompagne le développement, et puis on intervient quand il faut intervenir, s'il y a besoin. Et voilà. En fait, t'es un Si, gardien, quoi. si tout se passe bien, ça va, mais c'est vrai qu'on a quand même besoin d'intervenir beaucoup maintenant, quoi. Mm. Si tout se passe bien, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a il y a des moments où ça se passe mal avec les abeilles. Eh ben oui, ça peut être des défaillances. On peut avoir un virus ou une reine qui va plus être prolifique, du coup, enfin, elle sera plus. Il suffit que la fécondation soit mal faite, ou il peut y avoir quelque chose, même l'apiculteur peut manipuler et puis du coup endommager des abeilles à l'intérieur, ça peut jouer aussi dessus. Mais voilà, il y a plein de choses. Ça peut être un traitement qui s'est fait à côté, un coup de froid, tout ça. Donc là, c'est le moment où l'apiculteur doit intervenir pour relancer la colonie et pas que ça s'effondre, quoi. Mm. Il y a Ouais, énormément de ouais. choses. Ça nécessiterait, je pense, que de temps en temps, je vienne te voir et que je te suive pour voir un peu Oui, bah, ce serait de saison en avec plaisir. saison Mm. comment ça se passe. Parce que je pense que là, les gens, je pense qui vont suivre cette vidéo vont être interpellés. Est-ce que des fois, il y a des écoles qui te demandent de venir ici pour observer un petit peu, ou alors est-ce que toi, tu comptes peut-être un Euh, jour faire quelque chose justement pour transmettre oui, oui. aux enfants justement
cette prévention, cette protection et peut-être aussi l'amour de Mm. ce métier-là, parce qu'on a besoin de personnes qui prennent la relève aussi un jour. Il ne faut jamais que ça s'arrête finalement, Oui, oui, bah, de toute ce façon, il faut métier-là. des apiculteurs, hein, c'est sûr qu'il nous faut des ruches et tant qu'elles ne sont pas autonomes là-dessus, enfin, de toute façon, il nous faut toujours de l'apiculture pour avoir aussi du bon miel aussi disponible pour euh, pour tout ce qui est maux d'hiver et tout ça, quoi. Mais oui, concernant l'accueil de public, bah, je comptais justement pour 2020, du coup, faire de l'accueil de groupes scolaires, hein. C'était prévu avec des collèges, Mhm. des primaires déjà. Bon, après, voilà, le contexte sanitaire a fait qu'on a eu le virus Oui, qui est arrivé et ça qui n'a pas a aidé. tout chamboulé. Mais à l'avenir, oui, oui, je pense que je réserverai une partie aussi de mon temps pour accueillir des classes et expliquer un peu la vie de l'abeille, le rôle et l'intérêt d'avoir des pollinisateurs à proximité, quoi. Mm. Nous espérons de tout Ouais. cœur que les vocations naîtront chez certains de ces enfants, Oui, quoi. oui, puis c'est vraiment jeune qu'il faut sensibiliser les jeunes là-dessus sur l'intérêt de la pollinisation, quoi. Mm. Euh, Par rapport à, parce qu'on va bientôt terminer cette vidéo, est-ce que Mm. tu as un message ou quelque chose à transmettre aux gens par rapport à cette prévention? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui, justement, dans leur jardin, ont des abeilles ou comment, comment justement faire, en prendre soin, quoi? Parce que des fois, sans parler de pulvériser n'importe quel produit, Oui, mais oui. parfois on peut faire des dégâts sur les abeilles sans même s'en rendre compte, quoi. Oui, après, c'est vrai que dans l'utilisation quotidienne, bon, ben, voilà, il y a des insecticides qui vont s'utiliser en spray, des choses comme ça. Bon, après, faut apprendre à vivre aussi avec les insectes qui nous entourent, quoi. Euh, c'est vrai que dans l'inconscience de beaucoup de personnes, du coup, un bourdonnement, ça va être synonyme d'agression. Le bruit d'un bourdon en vol, une abeille, même le faux bourdon, on voit la différence avec une abeille ouvrière ou le frélon, voilà, la guêpe ne vont pas avoir du tout le même son. Mais ouais, il faut apprendre à vivre avec, hein. Tous les insectes sont là. S'ils sont là, c'est qu'il y a un intérêt. C'est une chaîne, il y a un écosystème où du coup chacun a son rôle, son utilité, hein. Le frelon comme la guêpe sont là pour aussi réguler du coup les moustiques par exemple et beaucoup d'insectes à côté. Après le frelon européen, le frelon asiatique c'est autre chose, mais Oui. il n'est pas dans son milieu naturel. Mais voilà, et si chacun peut de son côté apprendre à tolérer un peu plus enfin voilà, essayer de voir différemment. Et puis ben, ceux qui ont l'espace, du coup laisser une zone plutôt en jachère avec des fleurs. Ça peut être aussi important pour les abeilles, pour leur survie, quoi. Qu'elles retrouvent une diversité de pollen tout au long de l'année, quoi. Parce que ça, c'est un problème aussi, quoi, qu'on a. Mhm. Mm. C'est important Voilà. en fait, hein, voilà, Oui. cette sensibilisation, ce message. Euh, Est-ce que c'est vrai que les guêpes sont plus agressives que les abeilles? Après, ça dépend, parce que c'est pareil, il y a beaucoup d'espèces de guêpes. Il y a des guêpes qui vont vraiment être très pacifiques et d'autres, euh, des guêpes de terre, par exemple, si on passe juste devant le nid, bah, elles vont attaquer aussi tout de suite. Mais voilà, dans tout, si on fait pas de mouvement brusque et qu'on a une guêpe qui vient dans notre assiette, par exemple, elle va pas venir nous piquer, elle vient là pour manger du sucre ou ramener de la protéine du coup dans sa colonie. Donc voilà, après, ça répond, si elle vient nous piquer, ça répond à une attaque. Soit elle a eu peur, soit on est marché dessus, ou on essaie de la chasser en faisant des gestes brusques, quoi, du Ah coup. ouais, Donc, c'est souvent ça que nous voyons à mm. table et Bah, c'est ça, effectivement, oui. en Mais, famille, nous mais par on contre, a... prendre un nid, oui, là, par contre, faut pas. Un nid de frelon, un nid de guêpe, il faut pas s'approcher non plus. Même les abeilles, il faut éviter d'aller. Parce qu'ils sont là pour défendre leur colonie, et si on s'approche de la colonie, Ce qui est là, il y a un normal. fort risque, ouais. Notamment pour ceux qui sont allergiques, qui font des chocs anaphylactiques, là, oui, il faut être très prudent, quoi. Que ce C'est... soit en apiculture avec les abeilles ou les guêpes et frelons, quoi. Mm. Ok, bah écoute, Erwan, Ouais. je te remercie infiniment pour ce Ouais. moment de partage. C'est une belle rencontre. Ah, merci Aline. Vous retrouverez Erwan après cette vidéo. Vous retrouverez les coordonnées d'Erwan Bourdon juste après cette vidéo. Donc, si cette interview, ce moment de partage vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Eco Planet Aide parce que vous voyez, c'est super important. Aujourd'hui, j'ai eu la chance
d'interviewer un apiculteur. C'est vraiment un métier, je trouve, extraordinaire. Donc, à travers cette vidéo, j'espère que nous encouragerons ce métier. En attendant, merci beaucoup encore à toi, Erwan. Et puis, De rien. Mm. écoutez, au revoir et puis à la prochaine vidéo. Au revoir, merci. De Faceli, Ouais. qui est fait sur de la Faceli, qui était au mois d'août. Et un pollen, du coup, à dominance de châtaignier, là. Voilà, c'est un pollen congé, donc forcément, on ne voit pas très bien. Et des personnes t'en commandent, on peut en commander. C'est extrêmement bon pour la santé, ça, en plus, le Oui, pollen. bah, du coup, ça a un intérêt. Bon, après, ça apporte vitamines et minéraux, mais c'est une source de protéines aussi également. Mais c'est surtout pour tout ce qui est biotope intestinal. Ça renforce le biotope, hein, du coup, un peu, ça agit comme des probiotiques un peu. D'accord. Donc, le fait qu'il soit pas déshydraté et frais, là, du coup, on a quand même, on conserve les propriétés du coup du pollen. Ouais. Voilà, c'est 100% issu de la ruche, quoi. Ok.